tout entrepreneur devrait avoir le numéro d'un avocat dans son téléphone. Donc même moi, j'ai le numéro de confrères d'autres domaines dans mon téléphone parce que je peux avoir des problématiques hors droit des sociétés. Ouais. Il faut se dire que finalement, le coût d'un avocat, moi je pense qu'il faut le voir comme un investissement. C'est une tranquillité. Aujourd'hui, se dire, ok, je préfère investir en fait dans cette tranquillité-là, être sûr que ce que j'achète, c'est ce qu'on me vend. Ouais. Parfois, c'est plus compliqué de faire des due deals pour des petites sociétés que pour des grosses où c'est hyper process. Tu as tout qui est prêt. Aujourd'hui, tu investis 1 000 euros, tu investis 2 000 euros pour être accompagné sur une certaine problématique par un avocat. Mais dis-toi que c'est un litige de 10 000 euros que tu t'évites plus tard, par exemple. Ouais. Madame Yasminatou Lassisi, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Alors j'ai dit madame, mais j'aurais dû dire maître. Oui. C'est ça. Hein. En fait, c'est les usages, quoi. C'est les codes un peu de la profession. Oui, c'est les codes, mais en toute honnêteté, je ne suis pas très attachée au titre maître. Donc, si tu m'appelles madame, ça passe très bien aussi. Ok. Tu es pas attachée, pourquoi? Non, parce que, en fait, pour moi, parfois, le mot maître, ça crée un petit peu une certaine distance. Ok. Mais bon, je suis maître, c'est vrai, mais voilà. Si tu m'appelles Yasminatou aussi, ça passe très bien. Aucun souci. Il y a pas de souci. Très bien. Je te remercie. En tout cas, je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Parce que, alors, à deux égards, je te disais hier quand on préparait cet entretien, moi, je te vois sur LinkedIn depuis quelques temps et je trouve que tu fais un très bon travail. Merci. Je t'en prie, vraiment, c'est très sincère parce que, en fait, on voit des gens qui sont sur LinkedIn, mais ils postent comme ça de manière un peu désinvolte presque. Et on sent pas qu'ils mettent de l'attention en faisant des belles photos, en préparant bien ses posts. Or toi, on voit vraiment que tu prends le temps, tu te soignes ton LinkedIn de manière quand même assez conséquente et tu postes de manière très régulière. Tu vois, j'ai l'impression que je te vois tout le temps. Peut-être pas, je vois pas les 5 posts par semaine, mais je te vois tout le temps à chaque fois que je vois mon LinkedIn. Et ça, pour nous, c'est important de mettre ça en avant parce qu'on sait que les gens qu'on va orienter vers toi, bah, ils vont être bien pris en charge parce qu'ils, dans ce processus de nurturing, là, qu'on appelle, qui est le fait de consommer régulièrement du contenu pour ensuite passer à l'acte, bah, chez toi, ils vont avoir tout le contenu pour pouvoir passer à l'acte. Donc, c'est cool, tu vois. C'est vrai que ça fait partie un petit peu de mon personal branding. C'est aussi que aujourd'hui, je constate que les gens, ils ont besoin de plus d'humains. Donc derrière l'avocate, qui y a derrière? Donc dans ma communication, je me mets en avant, je mets mon parcours, les difficultés que j'ai rencontrées pour que finalement les gens, ils arrivent aussi à s'identifier à moi. C'est vrai que je suis une experte dans mon domaine. On vient me voir pour que je puisse les accompagner dans leurs problématiques, mais aussi derrière qu'ils puissent se dire que finalement derrière le mot maître, c'est une personne lambda comme n'importe qui. Lambda, bon, t'es quand même. On a parlé un peu hier. J'ai compris que t'en as dans la tête, quoi. Je pense que ton QI est peut-être un peu plus élevé que la moyenne. Non, pas du tout. Non, non, je crois pas. T'as jamais fait les tests Je n'ai jamais fait le test. Ah bon, tu vois, moi je te prédis. Je vais essayer. T'as eu le bac à quel âge? À 16 ans. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont le bac à 16 ans? Je ne sais pas. C'est rare quand même. Mais je crois que la moyenne c'est 18 ans. Quand même, tu vois. Ouais. Moi-même, je crois que je l'ai eu à 19 ans. Tu vois. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est ton domaine d'expertise. Donc tout à l'heure, j'ai dit que tu étais spécialisé en droit des affaires, c'est-à-dire en droit des sociétés. Donc c'est deux choses différentes. Alors moi-même que je suis juriste, je fais jamais la différence. Mais surtout, là, ce qui va nous intéresser, c'est la dimension reprise d'entreprise. Tu vois. On a fait un podcast il y a quelques mois maintenant avec Thibaut Colli qui lui est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs à la reprise et même avec un de nos mentors Ibrahima Sissoko, on parle souvent de ça, du rachat de boîte. Mais à aucun moment on ne parle des aspects juridiques liés à la reprise. Nous on n'en parle que d'un point de vue business et entrepreneurial. Et quand j'ai vu tes posts, je me suis dit ce serait intéressant de te recevoir pour que tu nous apportes aussi tes lumières sur ce sujet-là, sur la pertinence d'être accompagné par un avocat dans ce processus. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu en as fait une de tes activités dominantes? Alors, moi, j'ai commencé mon parcours professionnel en étant juriste en droit des sociétés. Donc, c'est tout ce qui est création d'entreprise, accompagnement des startups, rédaction des contrats commerciaux, vraiment
tout le suivi de la vie juridique de l'entreprise. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'ai fait un petit peu le tour, je me sentais un petit peu trop à l'aise dans cette expérience qui a été géniale. Et je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je passe avocate, que je passe ce qu'on appelle dans le langage courant le barreau, mais en vrai, qui est le CRFPA, qui est un examen en fait national, que tu passes, en fait, tu as 3 chances. Donc, c'est soit tu l'as, soit voilà. Tu ne l'as pas. Et je l'ai passé, j'ai prêté serment et j'ai intégré un cabinet d'affaires sur Paris où on faisait du M&A, des fusions-acquisitions. En gros, on accompagnait des personnes qui achètent des sociétés comme on achète une baguette de pain tous les matins. Et c'est vraiment là que j'ai découvert un petit peu plus, même si je l'avais déjà fait à la fac, des fusions-acquisitions. C'est là que je suis vraiment rentrée dans la technique pure de ce genre d'opération. Et j'ai adoré. Donc tout naturellement, quand j'ai créé mon cabinet, j'en ai fait une expertise, vraiment acheter et vendre des sociétés. C'est vraiment ce qui me passionne. C'est très technique, mais c'est hyper passionnant. Qu'est-ce qui te passionne dedans? Tu vas avoir toute la partie négociation. Tu vas avoir toute la partie où tu vas chercher la petite bête, en fait, quand tu rachètes une entreprise. Parce que finalement, une entreprise, c'est un petit peu comme une maison, moi j'aime dire. Tout va dépendre quand tu es côté vendeur ou quand tu es côté acheteur. Quand tu es côté vendeur, tu vas faire en sorte que l'entreprise elle soit attrayante. Donc tu vas préparer le vendeur en lui disant, bon, si vous voulez que les potentiels acheteurs ils soient intéressés par l'entreprise, si vous voulez qu'au niveau de la valorisation, ce soit attrayant, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois, quand tu vas visiter une maison, si c'est un petit peu le bordel, que la maison elle est trop personnelle, quand l'acheteur il vient, il va pas se projeter. Il n'arrive pas à se projeter. Ouais, tout à fait. Alors que quand tu ranges, tu essaies d'aider finalement le potentiel acquéreur à se projeter, tu as plus de chances que tu aies une offre, voire plusieurs offres. Donc quand je suis côté vendeur, ça va être plus dans ce sens-là. Et quand je suis côté acheteur, ça va être plus dans le sens m'assurer que finalement ce que mon client veut acheter, c'est ce qu'on lui vend. Et toi, t'as pas choisi. Tu t'as pas dit, soit je suis que côté acheteur, soit que côté vendeur. Non, pourquoi? Non, parce que finalement, chaque côté a ses, on va dire, ses particularités techniques. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à être côté acheteur que côté vendeur. Mais voilà, je n'ai pas fait de choix particulier. D'accord. C'est intéressant, hein, ce parallèle qu'on fait entre l'immobilier et la vente d'entreprise. J'avais jamais pensé à ça. Mais effectivement, il y a toujours cette dimension-là il faut que on parle toujours de habiller la mariée, quoi. Il faut que la mariée soit belle. Et de l'autre côté, bah, forcément, toi, tu veux réduire le prix au maximum. Ou en tout cas, toi, t'as même pas dit ça. T'as pas dit réduire. Toi, t'as dit le prix le plus juste. C'est ce que t'as dit, toi. C'est pas tant réduire parce que finalement, quand on va faire une valorisation de l'entreprise, mais tu as énormément de choses qui rentrent en jeu. J'avance peut-être un petit peu parce que tu vas potentiellement m'en parler. Mais quand on va faire des audits, on va les déceler parfois des failles dans la structure de l'entreprise, les points juridiques qui potentiellement vont permettre de négocier le prix en fait d'acquisition ou les garanties qu'on pourrait obtenir. Tout à fait. Donc ce n'est pas tant réduire le prix, mais finalement c'est être sûr que j'achète à X euros ce qu'on me vend. Ce que j'ai envie d'acheter. Au prix juste, quoi. Au prix juste, voilà. Donc, la première question que j'ai envie de t'en poser, c'est ça, c'est quels sont les principaux enjeux juridiques derrière l'achat? Parce que, derrière la vente ou l'achat ou la vente. Parce que, effectivement, nous, on voit, et je pense que la dernière fois, on a beaucoup parlé des aspects de business, de structuration de ton business, de compréhension de ton business. On pourrait aborder avec d'autres professionnels les aspects, financiers. Et qu'est-ce qu'il faut regarder dans la due diligence. Mais toi, ce qui va nous intéresser d'un point de vue juridique, quels sont les principaux enjeux juridiques dans cette aventure-là? Alors déjà, quand on veut acheter une entreprise, il y a 2 choses. Faut se dire, dans un premier temps, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète le fonds de commerce ou est-ce que j'achète les titres de la société? Parce que les implications ne sont pas les mêmes. Quand on achète le fonds de commerce, en gros, on achète tout ce qui est les éléments qu'on appelle les éléments d'actifs de l'entreprise. Ça va être des éléments incorporels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, la clientèle, la dénomination sociale de l'entreprise. Quand ça peut être tous les éléments de propriété intellectuelle qui dont l'entreprise est propriétaire des brevets, des droits d'auteur. Et on va avoir les éléments corporels, le matériel, quelque chose qu'on peut toucher. Quand tu prends une boulangerie par exemple, ça peut être les fours qui permettent de faire le pain, ça peut être les vitrines qui permettent d'exposer les produits. Et ce que j'ai oublié de dire aussi dans les éléments incorporels, c'est qu'on peut avoir le droit au bail. C'est-à-dire reprendre le local dans lequel l'activité elle était exercée.
Les 369, là. Voilà. C'est ça. Les beaux commerciaux. La durée du bail commercial, ouais, exactement. Et d'un autre côté, on peut reprendre les titres de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on reprend toute l'entreprise avec ses actifs et ses passifs. Donc tout ce qui va être les dettes de l'entreprise, les potentiels litiges ou les litiges qu'il y a déjà en cours, tous les contrats, en fait, on reprend tout, contrairement au fonds de commerce. Donc c'est ce qu'il faut déterminer parce que les implications juridiques ne sont pas les mêmes. Déjà, par exemple, en termes de droit d'enregistrement, c'est-à-dire quand tu rachètes une entreprise, il faut que tu enregistres en fait cet acte aux impôts. Et en fonction de ça, tu payes des droits qu'on appelle des droits d'enregistrement. D'accord. Donc, quand tu achètes en fonds de commerce, c'est un petit peu plus élevé, ce qui est normal parce que le risque que tu prends, il est moins conséquent que quand tu achètes des titres de société. Okay. Donc, on va être sur un paiement qui est progressif. Okay. De jusqu'à 23 000 euros, tu es à 0%. Et jusqu'à 200 000 euros, tu es à 3%. Et au-delà, tu es à 5%. Pour les droits d'enregistrement. Pour les droits d'enregistrement, du prix de vente. D'accord. Du prix d'achat. D'accord. Alors que quand tu es sur les titres de société, ça varie également en fonction de la forme juridique de la société. Donc, quand tu achètes des titres d'une société par action simplifiée qu'on appelle SAS, on est sur du 0,1%. Quand tu achètes ceux d'une société à responsabilité limitée, donc SARL, on est sur du 3% après un abattement de 23 000 euros. Et quand on a une société qui a prépondérance immobilière, donc dont la majorité de son actif ou de son activité est immobilière, on est sur du 5%. Donc rien que ça déjà, ça détermine un petit peu en termes de chiffres ce que tu payes. Tout à fait. Donc quand tu es côté acheteur et que tu veux racheter des titres, c'est beaucoup plus intéressant pour toi de racheter des titres d'une société par action simplifiée. Ça te revient moins cher. Ouais, et donc toi, ton travail, déjà à ce niveau-là, c'est de renseigner sur la forme juridique la plus pertinente. Déjà à ce niveau-là, oui, ça va être déjà de savoir... Ou de l'implication liée à la forme juridique de la boîte qui existe plutôt, c'est ça? Il y a ça aussi. Ouais. Quand on me dit, par exemple, moi je veux racheter les titres, on se demande, ok, d'accord, c'est une SARL, c'est une SAS, c'est une société à prépondérance immobilière, qu'est-ce qu'on veut? Mais déjà même, la première question, c'est qu'est-ce que le vendeur veut vendre et qu'est-ce que l'acheteur veut acheter? Est-ce qu'on va partir sur le fonds de commerce? Donc, moi, c'est juste les éléments d'actifs qui m'intéressent ou je reprends toute la boîte entière. Donc, si je reprends la boîte entière, on s'intéresse à la forme juridique de la boîte. Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SARL? Et c'est vrai que quand c'est une SARL, c'est un petit peu plus embêtant parce que plus on va monter dans le prix d'acquisition, plus forcément les droits d'enregistrement seront plus élevés. Donc, on aime bien racheter des SAS. Tu l'as compris. Je comprends, mais qu'est-ce qui fait que SARL, donc Société à responsabilité limitée, on me dit SARL, souvent les boîtes familiales. C'est ce dont j'ai toujours entendu parler. Alors que SAS, c'est des boîtes qui sont plus business, quoi. Tu vois, on vient pour des actions et non. Alors oui, c'est vrai que la majorité des sociétés familiales sont sous forme de SARL. Mais en fait, si tu veux, les grandes différences entre la SARL et la SAS, c'est que la SARL c'est hyper cadré. Alors que la SAS, tu as énormément de liberté. C'est plus facile en fait finalement dans les statuts de mettre des règles d'organisation qui te semblent les plus pertinentes, alors qu'en SARL, tu es limité. C'est cadré par la loi. Donc, quand tu es en SAS, c'est plus facile de faire entrer un nouvel associé, par exemple. C'est plus facile de faire une levée de fonds. Donc, forcément, pour vendre aussi, c'est plus facile parce que tu adaptes en fonction de tes besoins. Donc, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qui justifie que les droits d'enregistrement soient plus élevés? Ça, c'est la loi qui l'a décidé. Je sais pas pourquoi est-ce que la loi va dans un sens plus que dans l'autre. Non, je ne saurais pas te dire. D'accord, c'est intéressant ça. Nous devons absolument apprendre à valoriser notre patrimoine. Qui possède des baskets Nike? Qui possède un téléphone Apple? Qui possède un sac de Louis Vuitton? En 2024, une société qui n'est pas malade ne se contente pas de posséder uniquement les produits, mais elle possède aussi des actions. Est-ce que vous savez combien ces boîtes-là ont distribué de dividendes à leurs actionnaires? Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Continuer dans ce sens, consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3.
compréhension de l'écosystème crypto et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. Et est-ce que tu as eu des cas où des gens sont allés dans une direction, ont pris une SARL et ont eu des déconvenus, ont pris une SAS ou ont eu des déconvenus parce qu'ils n'ont pas eu la présence d'esprit ou ils n'ont pas été suffisamment bien accompagnés pour choisir l'un ou l'autre? Alors, généralement, quand je suis côté acheteur, on a tendance à demander aux vendeurs de s'arranger pour faire une transformation de la société de SARL en SAS avant qu'on achète. Ah, d'accord. Il faut savoir qu'après, le processus d'achat en lui-même, ça ne se fait pas en 1 mois ni en 2 mois, ça se fait sur la durée. C'est ça. Donc, dès qu'on est au début des négociations, on lui glisse, écoutez, ce serait plus judicieux que la société, elle soit vendue sous forme de SAS que sous forme de SARL. Ce qui est un petit peu, on va dire, limite en termes d'abus, parce que finalement, la loi nous impose de ne pas faire une transformation juste pour avoir des avantages au niveau de la fiscalité. Ah, je savais pas ça. Ouais. Donc, il faudrait que ce soit, en fait, poursuivre justifier en termes d'organisation ou en termes d'avantages. En fait, il ne faut pas que l'objectif recherché soit uniquement pour pouvoir céder la société sous forme de SAS. Donc, faut trouver une justification, mais ça, c'est pas impossible. En fait, ce n'est pas impossible. Faut chercher, mais voilà, il faut que ce soit, en fait, que ça suive un plan plus global que uniquement ce côté réduire la fiscalité au moment de la cession de l'entreprise. Ok. Mais ça se fait énormément. Et ça, c'est le rôle de l'avocat. Donc, du coup, aussi. D'aller chercher, de connaître les différents cas qui peuvent justifier une transformation de boîte et ensuite à quelle période il est pertinent de le mettre en place avant la vente, quoi. C'est sûr qu'il faut pas le faire 1 semaine avant la vente. J'imagine bien, c'est pour ça. Mais c'est le rôle en tant que conseil, en tout cas, c'est ça que vous apportez. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu as eu des cas, justement, moi, en fait, ce qui nous intéresse, ce que je te disais un peu, c'est d'avoir des cas pratiques où tu as vu des gens qui sont mis dans les difficultés parce qu'ils ont pas fait l'un ou l'autre. Tu vois, et quel montant, par exemple, quelqu'un qui devait racheter une boîte en SARL, qui a racheté une boîte en SARL alors qu'il aurait pu être transformé en SAS, quel impact financier ça a eu sur la continuité de son activité? Est-ce que tu as des exemples de ce type? Alors, l'impact financier en soi, je dirais pas que c'est plus sur la continuité de son activité, mais ça va être plutôt au niveau de la négociation avec le vendeur. C'est plutôt dire, OK, moi, en SARL, ce n'est pas ce qui est le plus avantageux pour moi, mais potentiellement, on pourrait négocier sur une condition, sur une clause en plus, ou réduire proportionnellement au prix de vente que tu souhaites avoir. Ah, bah oui. Ouais, forcément, parce que ça va avoir un impact. Ouais, effectivement. En fait, c'est un moyen de se mettre des atouts en plus pour négocier le prix. Exactement. D'accord. Et donc, tu vois, ça c'était ma question d'après, sur le choix juridique, comment on choisit la structure entre SARL, SAS, et comment ça impacte la reprise, c'est ça, c'est ce sujet-là de savoir les frais d'enregistrement. Mais est-ce que c'est la seule implication des frais d'enregistrement ou il y en a d'autres? Il y en a déjà les droits d'enregistrement, mais l'implication aussi, c'est par rapport à la vision. C'est sûr que si tu as une vision de te développer ou, comme je disais tout à l'heure, de faire entrer de nouveaux associés ou de faire une levée de fonds, la SAS, c'est la forme juridique la plus adaptée parce que c'est elle qui est la plus modulable finalement. Alors que la SARL, c'est plus voué, comme tu disais, pour les entreprises familiales où tu exerces tout seul ou voilà. Où tu te dis, bon, moi, je n'ai pas vocation dans 5 ans ou dans 10 ans à faire entrer un nouvel associé. Je ne veux pas non plus développer le truc. Donc, je reste sur une SARL. Après, tu vas avoir d'autres côtés aussi qui sont, bon, là, tu rentres dans le technique, en termes de protection sociale, ce que tu vas avoir comme protection sociale. Voilà. Il n'y a pas vraiment de forme juridique la plus adaptée. C'est en fonction des projets de chacun, des objectifs de chacun et de ce que chacun recherche finalement. D'accord. Et vous, du coup, en tant qu'avocat, vous faites une due diligence quand la personne veut acheter. Vous regardez tous les documents juridiques, les contrats. Tout à l'heure, tu as parlé un peu des litiges en cours et potentiels, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact considérable sur la trésorerie, si il y a quelqu'un qui est au prud'homme et autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de la due diligence, comment ça fonctionne, et de pourquoi est-ce que c'est crucial d'avoir recours à cette due diligence avant de racheter? Alors, la due diligence, donc les audits, c'est vraiment une étape
indispensable quand on veut racheter une entreprise. Parce que, ok, forcément, quand tu écoutes tes vendeurs, tu vends ton entreprise, ou en tout cas, tu la présentes sous son meilleur jour, et tu fais tout pour qu'elle soit attrayante. Mais finalement, il faut aller regarder niveau juridique si tu es dans les normes. On va faire des audits juridiques, on va faire des audits un audit fiscal, on va faire un audit social, on va faire un audit organisationnel, on va faire un audit comptable. Au niveau de moi, j'interviens principalement sur l'audit juridique. Après, je travaille avec d'autres confrères qui vont faire l'audit fiscal, l'audit social et l'audit comptable. Ça, c'est pour les experts comptables. Donc, en fait, au niveau de ces audits, ce qu'on va rechercher, c'est voir si finalement, il n'y a pas des passifs cachés, s'il n'y a pas des litiges qui sont en cours, s'il n'y a pas des potentiels litiges, comme par exemple un salarié qui serait en arrêt maladie depuis 5 mois, depuis 6 mois, où là, tu te demanderais, mais pourquoi le salarié est en arrêt depuis 6 mois? Il y a un guillemot sous roche. Potentiellement, dans quelques mois, c'est ce salarié-là qui va poursuivre l'entreprise au prud'homme. Si jamais il poursuit l'entreprise au prud'homme, s'il est condamné, il faut que les conséquences financières de ce litige soient supportées par le vendeur. Puisque ce qui a entraîné finalement ce litige, ce sont des faits qui sont antérieurs à l'acquisition de la société. Donc, il est normal que ce soit lui qui le prenne en charge. Donc, c'est ces petites choses qu'on va aller rechercher. On va regarder au niveau fiscal s'il n'y a pas eu des contrôles fiscaux, s'il n'y a pas eu des montages un peu borderline qui potentiellement pourraient exploser à un moment et donc entraîner un redressement fiscal. Donc, quand cet audit permet aussi finalement de venir prévoir les garanties par rapport à ça. On va regarder au niveau juridique s'il est à jour de ses obligations juridiques, s'il a bien fait toutes ses assemblées générales. On va aller vérifier s'il est vraiment propriétaire. Donc, on va retracer l'historique de la société. Ça se trouve, elle a changé de main à plusieurs reprises. Il y a eu des augmentations de capital. Il y a eu des investisseurs qui sont rentrés. Enfin, voilà, on va vraiment retracer l'historique de la société depuis sa création. On va regarder dans les statuts, parce que parfois, dans une société, tu peux avoir 3 associés, tu peux avoir plusieurs associés, mais qui eux tous décident de céder, ou tu vas avoir un associé majoritaire et un associé minoritaire qui détient 2%, et toi tu dis, bon, je rachète les 98% de l'autre. Parfois, il y a une clause qu'on appelle la clause d'agrément, c'est-à-dire que les associés doivent agréer le nouvel associé, donc la personne qui va racheter l'entreprise. Il faut qu'on suive en fait finalement les démarches. Donc il y a tout ça qu'il faut regarder pour que finalement la vente elle se fasse juridiquement dans les meilleures conditions. Ouais, totalement. On va regarder, en tout cas l'expert comptable va regarder au niveau des chiffres, si les chiffres sont bons, si les sommes ont été comptabilisées dans les bonnes cases. On va regarder les contrats, parce que parfois, ce qu'il peut y avoir dans les contrats, c'est des clauses de changement de contrôle. C'est-à-dire que on peut avoir une clause dans un contrat qui dit que si jamais l'entreprise venait à changer demain, le contrat serait annulé parce que c'est un contrat qui est interruptus personae, c'est-à-dire qui a été conclu avec la société parce qu'il y avait tel dirigeant dans la société, en fonction de la personne. Donc si c'est un contrat qui est indispensable pour l'activité de la société, c'est vrai. Il faut qu'on puisse arriver à se dire, ok, d'accord, mais ce contrat-là, nous, on en a besoin. Donc, arrangez-vous avec votre co-contractant, informez-le que nous, on reprend l'entreprise et qu'il renouvellera le contrat, où il y aura un avenant qui dit, on est d'accord de continuer en fait notre relation contractuelle avec l'entreprise, bien qu'elle ait changé de main. Donc, c'est vraiment tout un ensemble, l'audit. Ça va vraiment venir permettre de sécuriser pour l'acheteur son acquisition. Et parfois, quand on va déceler des failles, ça va lui permettre soit d'obtenir les bonnes garanties qu'il faut dans la garantie d'actifs passifs, je pense qu'on en parlera, soit de négocier finalement le prix d'acquisition. Parce que ça vient dévaloriser la valeur qu'il pensait que la société avait. Totalement. Nous, on a eu ce cas-là avec un de nos membres qui a racheté lui, il a un cabinet de gestion de patrimoine, il a racheté un autre cabinet de gestion de patrimoine, et le le vendeur ne lui avait pas dit qu'il était en litige avec l'autorité qui délivre les autorisations d'exercer l'activité. Et ce qui fait que quand il a racheté, là, on est à 1 an après, et on en a parlé il y a quelques mois à peine, et il disait que il y a eu un pan de l'activité qui peut plus exercer à cause de ça. Et là, maintenant, il est en train de se battre avec son vendeur, et ça, il le savait pas au moment où il a acheté ça, et donc parce qu'il a fait un mauvais audit, quoi.
Ouais. C'est quelque chose qu'il aurait pu déceler si l'avocat avait fait son travail. Exactement. C'est quelque chose qu'il aurait pu déceler dans les audits. C'est pour ça c'est vraiment une étape indispensable. Parce que finalement, comme lui, tu achètes quelque chose, tu te retrouves à ne plus pouvoir exercer l'activité parce que tu n'as plus l'autorisation réglementaire qu'il faut pour ça. C'est problématique. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas appel à un avocat? C'est le temps? Parce que, en fait, ils sont pressés ou... Je dirais plutôt si cette idée reçue de l'avocat, ça coûte cher. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un avocat, ça coûte cher. Un avocat, je ne sais pas à quoi ça sert. Ou un avocat, ça parle charabia, je ne comprends rien. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit, bon, je ne sais pas à quoi il me sert mon avocat, je sais juste qu'il me coûte cher. Ouais. Et c'est vrai. Oui. Sauf que il faut se dire que finalement, le coût d'un avocat, moi, je pense qu'il faut le voir comme un investissement. C'est une tranquillité. Aujourd'hui, se dire, OK, je préfère investir, en fait, dans cette tranquillité-là. Être sûr que ce que j'achète, c'est ce qu'on me vend. Ouais. Parce que finalement, les pertes qu'on pourrait avoir plus tard quand on rachète une entreprise sans être accompagné par un avocat, juste parce que le vendeur, on s'entend bien, ça a l'air d'être de quelqu'un de confiance. Le vendeur me dit, oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, j'ai fait les choses comme il faut. Sauf que dans 6 mois, quand tu rachètes l'entreprise et que tu te rends compte comme à ta connaissance que tu ne peux plus exploiter l'activité, ça la fout mal. Ah oui. Et même si après tu peux faire une action en justice, mais en fait ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et d'argent. Et c'est de l'argent que tu n'encaisseras pas pendant tout ce temps. C'est ça, pendant tout ce temps. Et même ton focus qui devrait être sur le développement de ton activité, en fait il est là à gérer ce litige-là. Et en plus tu dois payer un avocat, donc ça te revient. En fait, c'est c'est le problème de tout ce qui est préventif. C'est que tout ce qui est préventif, vu que grâce à la prévention, tu as évité le pire, en fait, tu sais pas quelle est la conséquence du pire. Sauf si tu l'as déjà vécu dans ta vie auparavant, ou si tu es accompagné de personnes qui ont déjà vécu, tu vois. Mais sans ça, tu vas te dire forcément, effectivement, l'avocat ne sert à rien. Alors que, en fait, l'avocat t'aide à éviter de perdre de l'argent. Mais c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, en termes de montant, est-ce que tu as un montant qui permet de dire, ben voilà, parce que cette personne-là n'a pas été accompagnée par un avocat, elle a perdu de temps. Elle aurait payé, je sais pas, imaginons 4 000 en frais d'avocat, je sais pas combien ça coûte une due deal d'une boîte qui vaut 100 000 euros. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture avec quelqu'un qui me disait qu'il veut acheter une boîte à 100 000. Bah c'est quoi? C'est une boîte dans la clim, je crois. Okay. Et s'il devait faire une due deal, ça lui coûterait combien? Et combien est-ce que ça lui coûterait s'il avait un litige? Après, tu vas me dire, ça dépend du litige. Mais alors, honnêtement, la due deal, ce n'est pas tant en fonction du prix d'acquisition de l'entreprise. Ok. Non, je parle plutôt en temps mis. Souvent, quand je te parle du prix de l'acquisition, c'est souvent que plus la boîte est grosse, j'imagine, plus comment on appelle ça, la data room est importante, et donc plus il y a de dossiers à éplucher, c'est parce que vous facturez votre temps au final. Alors oui et non, on facture le temps, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à fonctionner en forfait. Parce que justement, moi j'ai remarqué que les entrepreneurs que j'accompagne, ils n'aiment plus ce côté OK, oui, tu as X euros de l'heure, tu as 300 euros, tu as 350 euros de l'heure, mais combien ça va me coûter? Est-ce que c'est 10 heures? Est-ce que c'est 20 heures? Est-ce que c'est 30 heures? J'ai besoin de savoir. Donc c'est vrai que moi j'essaie au maximum de fonctionner au forfait. D'accord. Alors c'est un pari parfois gagnant, parfois perdant, mais c'est le jeu. Des fois tu perds. Ça t'arrive de perdre. Des fois je perds, oui. Ouais, parce que toi tu te dis ça va me prendre 10 heures. Et au final, quand tu rentres dans le dossier, tu te rends compte que ça te prend 30 heures. Ah oui. Et là, t'as perdu énormément d'argent. Et là, j'ai perdu énormément de temps et d'argent. Ouais. Ben voilà. Après, j'essaie quand même de cadrer le truc. Je dis, de temps à temps, ça va être X euros. De temps à temps, si on dépasse ce cadre-là, on va rajouter des frais. Mais j'essaie au maximum de fonctionner au forfait. Comme ça, la personne, elle sait que quand elle vient me voir pour tel problème, ça va lui coûter tant. D'accord. Un forfait du deal, alors c'est combien à peu près? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Honnêtement, ça dépend de plein de choses. Tu vas voir la structure. Et comme je te disais tout à l'heure, ça ne peut pas être en fonction du prix. Parce que finalement, le prix d'acquisition ne reflète pas forcément le travail qu'il y a derrière. Et c'est un piège parce que les petites boîtes, souvent, c'est un petit peu le bazar. Ouais. Parce que tout repose sur le dirigeant. T'as raison. Aucun process, aucune documentation ou un contrat qui a été signé par une partie qui n'a pas été signé par l'autre partie. Aucun suivi au niveau des salariés parce qu'il ne fait pas appel à un RH, il fait tout lui-même. Donc parfois, c'est plus compliqué de faire des due deals pour des petites sociétés
que pour des grosses où c'est hyper process, tu as tout qui est prêt, la data room, on te met tout, tac, 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 tac. Après, c'est sûr, tu auras beaucoup plus de documents à traiter, mais tu perds aussi beaucoup de temps quand c'est sur les petites boîtes pour tout avoir, tout réunir, poser des questions. Je veux tel document, il me manque ça. En fait, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais signé. Donc voilà, c'est complexe de te donner un prix alors que je ne sais pas de quel type de boîte il s'agit. Non, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la désorganisation te coûte cher. Oui. Tu vois, la dernière fois, j'avais un litige et j'avais fait un chèque et je devais retrouver le chèque que j'avais fait. Et impossible, parce que quand j'écris sur le talon du chèque, déjà, je mets pas la date, je mets pas la bonne date ou je mets pas le bon objet. Donc, je retrouvais chercher tous mes chéquiers, tous mes trucs, c'était impossible. Et quand j'étais là à la fin de la journée, je me suis dit, voilà, tu vois, j'ai perdu toute une journée juste pour trouver un chèque. Et c'est parce que je n'étais pas bien organisé. Si j'avais juste respecté les process, boum. Et en fait, c'est une invitation pour les entrepreneurs et souvent ceux qui sont seuls à bien organiser leur mode de fonctionnement parce que c'est ça qui va leur permettre ensuite d'économiser de l'argent, quoi. Exactement. C'est ça. En fait, tu vois, c'est cet adage où on dit mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que finalement, moi je dis tout le temps, il faut se faire accompagner par un avocat parce que les gens ils ont tendance à se dire non mais je fais appel à un avocat lorsque j'ai un problème ou non un avocat c'est fait pour les grosses structures. Non, pas spécialement. Au contraire, aujourd'hui tu investis 1 000 €, tu investis 2 000 € pour être accompagné sur une certaine problématique par un avocat, mais dis-toi que c'est un litige de 10 000 € que tu t'évites plus tard par exemple. Oui, c'est sûr. Mais après, la difficulté, c'est que, comme je te dis, tu t'évites ce que je disais tout à l'heure. Donc, mais vu que tu l'as évité, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais je pense, maintenant, là, on commence à avoir vu beaucoup d'entreprises et je me dis que l'accompagnement, c'est la clé de l'excellence. Tu vois. Parce que, tout à l'heure, ce matin encore, je parlais avec un entrepreneur qui fait du rachat de boîtes et il m'a dit que quand il est allé voir, et c'est un noir dans l'Est de la France. Donc, c'est-à-dire que des entrepreneurs noirs dans l'Est de la France, il y en a très peu. Et son chargé d'affaires qui était au siège de la banque, il lui a dit, moi, je t'ai accompagné. Pourquoi? Parce que quand t'es arrivé, eh bien, ton dossier, il était beaucoup plus structuré et organisé que même des gars qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Et juste pour ça, je me suis dit que lui, il ira loin. Enfin, c'est ce que le gars s'est dit, qu'il ira loin. Et comme il ira loin, je veux l'accompagner maintenant, alors qu'il est que sur des rachats à 1 million et l'autre, il gère des centaines de millions. Et ça m'a encore confirmé avec toutes les péripéties que j'ai eues cette semaine que, voilà, rigueur dans les process et l'organisation, eh bien, c'est la base du développement des grandes boîtes derrière. C'est primordial. Et je te rejoins sur cette histoire avec le banquier parce que c'est vrai, hein, je l'ai déjà constaté. Ouais, toi aussi? Ouais. D'accord, dis-moi. Donc parce que j'ai mon conjoint qui fait pas mal d'immobilier et c'est sûr que quand tu vas voir son conseiller et lui il est très carré dans la gestion, dans son organisation, tu sais c'est lui qui va te faire le PowerPoint avec une photo du bien qu'il va acheter, le prix, la projection, les appartements qui sont déjà occupés et tu sais que c'est plus facile pour le conseiller quand tu vas le voir et tout est déjà prêt. Ouais. Il a plus qu'à dire OK, non, c'est bon, c'est pas bon. Donc forcément, ça va. Donc si tu ramènes ça par exemple au rachat d'entreprise, tu as une data room qui est clean, qui est toute prête. Parce que quand je suis côté vendeur, c'est ce que moi j'essaie de mettre en avant, c'est qu'on prépare en amont, puisque déjà je conseille à mon client de faire un pré-audit avant que l'acheteur vienne faire lui son audit. Ça nous permet de connaître les failles, de rattraper ce qu'on peut rattraper, pour finalement niveau négociation pour que on ne perde pas énormément. D'accord. Donc quand tout est carré, c'est plus facile. C'est plus facile. Et tu disais data room, on a employé ce terme à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une data room? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Alors une data room, comment l'expliquer de façon simple? C'est comme un cartable. C'est comme un cartable digital dans lequel on vient ranger tous les éléments, tous les documents de la société. On va avoir des intercalaires. Et à chaque intercalaire, tu auras ce que tu trouves. Enfin, tu auras un nom pour représenter les documents que tu vas retrouver. Donc ça va être, tu auras un intercalaire pour les documents permanents. Donc ça peut être le CABIS qui est la pièce d'identité de la société, les statuts de la société. Ça peut être un intercalaire comptable pour avoir tous les bilans.
un intercalaire social pour avoir toutes les informations sur les salariés, les contrats de travail, etc., les avenants qu'il y a eu. Donc, enfin, en termes d'illustration, vraiment, c'est un cartable avec tous les éléments rangés qui concernent la société, mais que tu l'as en digital. D'accord. D'accord. Et ça, c'est pardon, c'est fondamental quand tu veux faire une reprise, et c'est fondamental que ce soit bien organisé. Et là où c'est important, c'est parce qu'au moment où tu vas devoir faire la data room, si tu as des éléments qui sont éparpillés partout, mais en fait, tu vas perdre ton temps. Et c'est ce qui fait qu'en fait, parce que on dit toujours que le rachat, comme les levées de fonds, c'est des choses qui défocusent les entrepreneurs. Parce que t'es focus sur l'entretien avec ton avocat, enfin avec toutes les parties prenantes d'ailleurs, et t'es plus focus sur ton activité, alors que tu dois gérer, je sais pas si t'es plombier, faut quand même que tu gères la plomberie et tout. Et si t'avais fait ce travail-là d'organisation préalable, au final, tu pourras être plus focus parce que tu perdras moins de temps dans le processus aussi, non? C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps parce que, comme je te disais tout à l'heure, vendre ou acheter une entreprise, ça ne se fait pas en un mois ni en 2 mois. Okay. Ça se fait, tu as des acquisitions qui peuvent se faire sur 1 an, voire 18 mois. Tu vas avoir toute la partie déjà négociation, puis toute la partie audit, parce que effectivement, quand tu rachètes des grosses boîtes, tu as énormément de choses à voir et à revoir. Tu vas avoir des allers-retours entre les conseils de chaque partie. Donc, tu vas avoir ce qu'on appelle, à un moment donné, certaines conditions qu'on appelle des conditions suspensives. C'est-à-dire que si elles ne se réalisent pas, la vente ne peut pas se faire. Donc, le temps que toutes les conditions suspensives soient réunies pour que la vente se fasse, tu peux avoir facilement 1 an qui se passe. Okay. Et donc, pour en plus gagner du temps par rapport à ça, si tu as tous les éléments à portée de main, que tu facilites la tâche au conseil de l'acheteur pour réaliser leur audit, forcément, ça se fait plus rapidement. T'as parlé de conditions suspensives, qu'est-ce que c'est? Alors, les conditions... Alors, pour aller au début, quand tu veux racheter une boîte, tu fais ce qu'on appelle une lettre d'intention. D'accord. Ça veut dire tu rédiges un document, tu dis au vendeur que tu es intéressé par l'achat de sa société et que tu souhaites la racheter à telle condition, c'est-à-dire X euros, ou en utilisant la formule machin pour pouvoir déterminer le prix d'acquisition. Ensuite, si le vendeur il est d'accord, il dit OK, moi ta lettre d'intention elle m'intéresse, ta proposition elle m'intéresse, donc on entre en négociation. D'accord. Quand ils vont entrer en négociation, ils vont dire OK, moi je veux ci, moi je veux ça, voici ce qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. On va signer un acte qu'on appelle un protocole d'accord de cession sous conditions suspensives. Donc c'est vraiment le premier acte important dans le processus d'acquisition. Ça vient poser finalement le cadre de la cession et de l'acquisition de l'entreprise. D'accord. Dans cet acte-là, on va avoir les informations classiques, les parties, le vendeur, blablabla. Et on va avoir une partie très importante qui est les conditions suspensives. Les conditions suspensives, c'est les conditions sans lesquelles la vente ne peut pas se faire. Okay. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que la vente se fasse. Et on donne un certain délai, on peut dire il faut 3 mois, il faut 6 mois. Au bout de 6 mois, il faut que les conditions soient réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, la vente elle ne se fera pas et tout s'arrête. D'accord. Et parmi ces conditions suspensives, ce que tu vas retrouver généralement, c'est le financement. Un peu comme quand tu rachètes une maison, voilà, tu mets le financement à tel pourcentage, telle durée. Tu vas, en fonction de l'activité aussi, tu peux avoir plein d'autres conditions suspensives. Tu peux avoir notamment, ou quand je dis une bêtise, si au niveau juridique ils ne sont pas en règle, tu vas dire ok d'accord, il faut qu'au niveau du juridique vous ayez tout rattrapé. Si tu veux par exemple que la société soit déjà en SAS, tu vas dire il faut absolument que la société soit transformée en SAS. D'accord. Tu peux rajouter voilà tel litige qui est en cours, il faut que ou tel contrat quand il y a une clause de changement de contrôle, il faut qu'on ait obtenu l'accord. Enfin voilà, ou quand tu as un bail, vraiment ça dépend finalement de chaque société et de ce que chacun veut. Et donc quand on signe ce protocole-là, on va attendre que toutes les conditions suspensives se réalisent. Et c'est très important parce que si tu oublies une condition suspensive et que finalement on arrive à la date de délai et que tu te rends compte que ah mais non mais moi je peux pas acheter comme ça parce qu'il me manque ça. Sauf que tu l'avais pas demandé. Donc, on peut te contraindre à acheter. Ah ouais? Ah oui. Parce que vous avez discuté pendant 18 mois? Parce que dans le protocole, c'est écrit, tu achètes si les conditions 1 à 5 sont remplies. Les 5 conditions sont remplies. Par exemple, je dis au 30 novembre, les 5 conditions sont remplies.
Au 1er décembre, tu te rends compte que, mais en fait, j'ai oublié de dire que, je dis une bêtise, si l'autorité de la concurrence n'a pas autorisé cette acquisition, je n'achète pas. Mais c'était pas dans le protocole. Mais c'était pas prévu dans le protocole. Et donc on t'oblige. Enfin, on va pas t'obliger. On va pas t'obliger. Mais tu vas payer une amende. Non, tu es contraint d'acheter parce que si tu dis par exemple je ne signe pas l'acte de cession définitif, le vendeur il peut t'assigner en justice et dire mais en fait si il faut que tu achètes. Mais on peut t'obliger quand même à acheter. Non, oui, tu vas payer quelque chose. Non, si après tu vas payer des indemnités, mais quelque part c'est qu'on t'oblige à acheter parce qu'on te force la main, tu es obligé d'acheter. Mais si tu l'achètes pas, de toute façon on peut pas prendre l'argent dans ta poche pour faire des virements. C'est ça que je me dis. Ok, ouais, mais tu vas payer une indemnité parce qu'en fait le problème c'est ça, c'est que c'est comme quand tu veux acheter un bien immobilier et que t'as pas fait toutes les démarches nécessaires pour acheter le bien au final. C'est qu'en fait, t'as bloqué un bien à la vente. Le vendeur, lui, se dit, bah, j'ai un client, je vais plus mettre le produit le bien sur le marché. Et là, finalement, tu lui prives, tu fais perdre du temps sur son propre processus de vente à lui. Oui, ça. Donc du coup, tu lui payes les indemnités. C'est ça, c'est plus une indemnité. Tu peux pas te forcer quand même. Oui, enfin, quand je dis forcer. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, Si, on vient, on te prend la main, tu vois ce que je veux dire, on fait le virement pour toi. Non, quand même. Non. Et tu payes une indemnité qui peut être plus ou moins élevée en fonction du préjudice de la personne qui est en face. Exactement. D'accord. Donc c'est pour ça vraiment c'est très très important les conditions suspensives. Moi par exemple, j'ai repris un dossier sur lequel je ne suis pas intervenue au moment de la signature du protocole de cession sous conditions suspensives. Et ma cliente, elle reprenait 2 entreprises. Enfin, elle reprend, c'est toujours en cours. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il manquait énormément de conditions suspensives dans ce protocole, parce que ce n'était pas en sa faveur. Notamment, il manquait tout ce qui allait être audit. Il y avait déjà l'audit comptable, mais il n'y avait pas l'audit juridique, il n'y avait pas l'audit fiscal, qui pour moi sont quand même très importants. Donc j'ai dû imposer en fait qu'on signe un avenant pour inclure tout ça. Outre toutes les autres conditions suspensives qui pour moi manquaient et auraient permis de protéger ma cliente. Donc et je lui ai dit mais heureusement que vous faites appel à moi ou en tout cas honnêtement, si c'était pas moi, je vous aurais dit faites appel quand même à un avocat. N'achetez pas ces entreprises sans vous faire accompagner. Et quelles sont les erreurs que tu vois trop souvent? Tu te dis mais voilà, au-delà de l'accompagnement, parce qu'à chaque fois que je parle avec un expert, je lui demande ça, il me dit oui, ben faites-vous accompagner. Ok, j'ai compris. Je sais que tu allais répondre ça, mais au-delà de ça, d'un point de vue plus opérationnel, quelles sont les erreurs que tu vois souvent dans ces processus-là de rachat ou de vente? Alors c'est essentiellement au niveau des audits. Parce que quand l'audit il est mal fait, c'est qu'après, en termes de protection, en termes de garantie que tu peux demander au vendeur, tu es très limité. Parce que quand tu rachètes une entreprise, tu peux demander, en tout cas quand tu rachètes les titres, je vais préciser parce que ce n'est pas valable quand tu rachètes le fonds de commerce. Quand tu rachètes les titres d'une société, tu peux imposer en fait au vendeur de signer ce qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs. Donc c'est un document qui va venir te couvrir pour les passifs qui auraient été cachés par le vendeur ou qu'on n'aurait pas su, ou les actifs qui ont été surévalués. C'est-à-dire par exemple je dis une bêtise, si tu me dis ma clientèle elle vaut 200 000 euros, alors que je me rends compte que mais en fait dans ta clientèle il y en a 10% qui ne sont pas vraiment ta clientèle et elle vaut 180 000 euros, c'est que tu m'as vendu 20 000 euros de plus que ce qu'elle valait. Ou si, par exemple, il y a un passif, c'est-à-dire que tu avais une dette de 50 000 euros à la banque ou à un fournisseur et tu ne m'as pas montré les factures, je n'ai pas eu accès à ça, et qu'après avoir pris le contrôle de la société, je me rends compte qu'en fait, il y avait une dette de 50 000 euros. Si je l'avais pas prévu, moi, ça, dans l'acquisition, c'est 50 000 euros pour ma pomme. Et ça, c'est le genre de choses qu'on vient couvrir dans la garantie d'actifs et de passifs. Donc, si tu fais une mauvaise due diligence, forcément, tu ne couvres pas dans cette garantie d'actifs et de passifs les risques et les potentielles pertes que tu pourrais avoir. Donc, vraiment, les grosses erreurs qui sont faites sont sur les audits d'acquisition. On se dit, je fais l'impasse sur ça, ou je ne veux pas me faire accompagner par un avocat, ou je prends ou on garde juste un avocat, l'avocat du vendeur ou l'avocat de l'acheteur. Moi, je pense que c'est important que chaque partie ait son conseil, parce que c'est vrai que en tant qu'avocat, on est là forcément, on va être impartial, on va essayer de défendre les intérêts de l'un et de l'autre, mais c'est plus compliqué quand tu franchement, celle-là, j'ai jamais
Je sais pas à qui on peut faire croire qu'un avocat, il essaie de garantir les intérêts de chacun. Quand tu es rédacteur unique, normalement, tu es censé essayer de garantir les intérêts de chacun, mais c'est plus compliqué. Bah donc moi, je recommande toujours que chaque partie ait son avocat. C'est plus simple. Je pense que c'est même dans l'ADN de l'avocat. L'avocat, c'est pas un juge. Non. Tu vois. Donc il est là pour défendre. Et il défend une partie. Alors peut-être que les avocats de conseil c'est différent. Moi je parle beaucoup avec les avocats contentieux. Ouais. Est-ce que peut-être si l'avocat conseil aussi finalement il est là pour défendre les intérêts de son client. Voilà. On est d'accord. Mais c'est comme quand tu prends un notaire unique pour rédiger. Moi par exemple pour des opérations comme ça j'ai mon propre notaire. Ouais. Donc j'ai mon notaire et le vendeur a son notaire. C'est mieux comme ça parce que finalement quand tu as ton propre conseil il y a des petites choses sur lesquelles il peut t'alerter. Parce que en fait, il met en priorité tes intérêts. Donc il y a des choses qu'il va voir que potentiellement le rédacteur unique, le conseil unique ne verrait pas. Ouais, totalement. Ça veut pas dire qu'il privilégie une partie plutôt qu'une autre. C'est juste que c'est plus intéressant quand tu as ton propre conseil parce que lui, il a juste en tête, il est focus sur tes intérêts et uniquement tes intérêts. Ouais, effectivement. C'est intéressant ça. C'est intéressant et quand je t'entends parler, je me dis parce que nous on essaie toujours de se dire que font les grands? Tu vois, que font les boss, tu vois, tous ces gens-là qu'on admire. Et ce que j'entends, c'est que, ils sont très accompagnés. Toujours des avocats, des notaires, enfin, qu'ils ont la bonne personne pour la bonne mission. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ils investissent aussi dans les due deals, quoi. Enfin, ils investissent que cette personne-là soit présente dans les due deals. Parce que cette histoire de la data room et tout, moi, j'ai entendu souvent dans des grosses transactions, des gros rachats et tout. Mais si aujourd'hui t'es le plombier du coin qui fait 1 million de chiffre d'affaires et qui a envie, qui doit être acheté, bah c'est aussi important pour toi si tu veux faire les choses de manière excellente, et que tu veux faire comme font les grands qui sont sur des deals à 100 ou 150 millions, ils font ce travail-là aussi d'avoir une parfaite information de tous les enjeux de ce qui est en train de se passer, quoi. C'est ça, tous les risques. Indispensable. C'est indispensable. Je te dirais, ce n'est pas la valeur de ton entreprise, la valorisation de ton entreprise qui va déterminer juridiquement comment faire les choses. Au contraire. Donc, tu vas avoir parfois des grosses boîtes qui vont aller racheter des petites boîtes à 1 million, 2 millions par-ci, par-là. Mais c'est pas pour autant qu'elles font l'impasse sur les due diligence parce qu'elles se disent c'est des boîtes qui sont plus petites que la nôtre. Au contraire. Parce que il faut savoir que chaque business a son squelette. Et nous, en fait, notre rôle, quelque part, c'est d'aller voir si ce squelette-là, il est bancal, s'il est droit, parce que forcément, si le squelette est bancal, donc les fondations aussi, on peut dire, les fondations de l'entreprise, elles sont bancales, l'entreprise, elle ne tiendra pas. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller regarder ce squelette, ces fondations-là, pour voir s'ils sont bien juridiquement, si on peut compter, si l'entreprise, elle peut tenir, en fait. Donc, peu importe la valorisation de ton entreprise, c'est indispensable. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur la relation avec l'avocat? En fait, pour moi, toutes ces personnes-là, les experts comptables, les avocats, je les considère comme des business partners. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont t'accompagner dans ton business. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut être fait, selon toi, pour faciliter les échanges, pour faciliter la relation professionnelle entre l'avocat et l'entrepreneur sur les sujets de reprise? Alors, il y a une expression que j'ai vue sur Internet. Peut-être que je la dirai pas bien, mais quelque chose qui dit la personne à qui tu dois le plus faire confiance après ta mère, c'est ton avocat. Ah ouais? Ah ouais. Ça, c'est une phrase d'avocat, ça. Mais c'est vrai. Et je t'assure que c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas avoir un avocat, déjà, tout ce que vous dites, c'est confidentiel. Tout à fait. Mais jamais l'avocat n'ira dire, que ce soit devant le juge ou à qui tu veux, ce que tu lui as dit. C'est un bon avocat. Parce que moi, j'en connais un. On lui a glissé une pause banane, on a dit, je sais que ça, tu vas le dire. Et il a dit à d'autres, tu vois. Non. Mais je dis un bon avocat. On parle d'un bon avocat. En tout cas, tu n'es pas censé le dire. C'est strictement confidentiel. Et l'avocat, lui, sa priorité, c'est de défendre tes intérêts. Mais c'est pour ça que finalement, vraiment la personne à qui tu dois faire le plus confiance après ta mère, puisque bon, on connaît la relation d'une mère pour ses enfants, c'est ton avocat. Il fera tout pour te défendre tes intérêts. Donc si tu peux faire confiance à quelqu'un, c'est à lui. Donc comme tu dis, il faut avoir une relation de business partenaire. Il ne faut pas hésiter à tout lui dire.
même les montages juridiques un peu space que tu as eu à faire, justement, il faut que tu lui dises pour qu'il puisse te dire, ah oui, là, voilà comment on peut rattraper la chose, voilà, juridiquement, comment on peut faire ci. Moi, je pense que c'est plus intéressant pour toi de faire ça. Alors, c'est vrai que nous, notre rôle, ce n'est pas de prendre la décision à la place du client, mais c'est plutôt de lui montrer toutes les options possibles et celles qui seront le plus favorables pour lui. Après, lui, il prend sa décision. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que je vois pas souvent, peut-être que les grands le font. Est-ce que t'as des forfaits où la personne te paye tous les mois et puis quand elle arrive, vous avez, comme ça, elle peut te solliciter plus facilement, plus régulièrement. Est-ce que c'est des choses que tu Alors oui, tu as des forfaits d'abonnement. Toujours moi dans cette optique de rendre accessible mon métier parce que tu sais, on dit que les avocats sont inaccessibles, qu'on a un melon à la place du cerveau. Il y en a aussi. J'ai des noms. Ça existe aussi. Qu'on est trop cher. Et tu vois, il y a vraiment cette crainte de contacter l'avocat et dire bon bah là je fais appel à un avocat. Ouais. On dit ça va me coûter cher ou non mon problème il n'est pas assez important. Alors que finalement si il suffirait parfois que tu passes un coup de fil à ton avocat, tu lui dis oui j'ai telle problématique, en 2 minutes le problème il est réglé. Ouais. Ça arrive parce que c'est son métier. Il en a vu des cas. Donc toi ta problématique que tu te dis ah oui c'est insurmontable, en 5 minutes top chrono elle est réglée. Donc moi je propose des forfaits à mes clients, plus des starters peurs. Ils ont souvent quand ils sont au début de leur activité, ils ont plusieurs problèmes où en fait ils ont accès, j'appelle ça un petit peu la hotline, mais c'est pas vraiment une hotline où ils peuvent m'appeler. J'essaie de mettre des clauses de fair use parce que bon, on va pas m'appeler non plus toutes les 4 matins pour me demander est-ce que j'ouvre la porte au livreur. Ok. Des clauses de fair use. Ah oui. Ok, je connaissais pas ce terme. En fait, c'est pour dire que ok, je suis accessible par exemple de 9h à midi pour m'appeler le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi par exemple. C'est pour dire que il faut pas m'appeler non plus toutes les 30 minutes. Ouais. Pour me dire oui j'étais problématique parce que sinon voilà je peux pas travailler. Je peux pas travailler donc c'est un petit peu dans ce sens-là la clause de fair use. D'accord, je n'en avais jamais entendu parler. Et ça c'est le forfait. Donc tu as des forfaits, mais plus pour les startups, t'as dit. Oui, plus pour des startups parce que finalement les sociétés qui sont plus conséquentes, on n'est pas tant sur des accompagnements. En tout cas, j'en ai pas pour l'instant, mais là, ceci dit, c'est possible. Plus sur des accompagnements mensuels parce que eux, ils ont souvent des problématiques spécifiques. Et ce genre de société, ils ont déjà des juristes en interne. Ah oui, non, bien sûr. Donc c'est quand ils ont des problématiques qui sont un petit peu plus techniques qu'ils ont tendance à faire appel à nous et c'est souvent sur des sujets assez précis. Et là, je fonctionne au forfait. D'accord. Non, parce que moi, tu vois, nous, on a cette annuaire-là où on référence les experts et on nous sollicite beaucoup pour les experts comptables. Parce que l'expert comptable, je pense que c'est un peu quasiment obligatoire dans la plupart des situations. Et ce qui fait que l'expert comptable, lui, est un véritable business partner parce que on a l'habitude de solliciter et il y a un forfait quand même qui est pas très élevé, je trouve, quand même par mois. Par contre, les avocats, beaucoup moins. Effectivement, on appelle l'avocat rarement à titre préventif. Ouais. J'ai l'impression que c'est souvent du curatif au moment où il nous arrive un pépin, et c'est là qu'on appelle l'avocat. Et souvent, c'est pas que c'est trop tard, mais en tout cas, ça aurait pu être évité dans de nombreuses situations. Et donc, ce forfait-là doit avoir pour vocation de permettre à l'entrepreneur, eh bien, d'empêcher ou de prévenir certains litiges. Est-ce que toi, t'as donné un exemple tout à l'heure de situation que t'as eu à rattraper. Est-ce que t'as d'autres situations où sur des cas de rachat, t'as eu un impact déterminant parce que tu avais anticipé une situation qui était problématique? Alors, je vais t'en donner 2. Un client qui m'a contacté. Alors, je n'ai pas du tout fait, je ne suis pas intervenue sur le rachat de l'entreprise. C'est un client que j'ai eu après. Ouais. Et il a acheté en fonds de commerce. Il faut savoir qu'en fait, quand tu rachètes en fonds de commerce, il y a une étape qui est primordiale. J'allais dire indispensable, mais tu vas me dire, mais tu as trop d'étapes indispensables. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que quand tu rachètes en fonds de commerce, il faut savoir qu'il y a certaines zones où la mairie peut préempter. Oui. Tout à fait. Donc, il faut à chaque fois informer la mairie que tu comptes vendre ce fonds de commerce et lui demander si elle veut préempter ou pas. Ouais, préempter, ça veut dire que si elle veut prendre le bien, pour les besoins de la ville. Exactement. Et il y a un délai souvent. 2 mois. C'est 2 mois? Oui, c'est 2 mois. Enfin, si sous 2 mois, tu n'as pas un retour, tu considères, en fait, tu sais, c'est ce truc de le silence de l'administration. Ouais, pendant 2 mois, votre situation, ouais.
Donc, il faut demander à la mairie si elle veut préempter ou pas. Ce que moi, je fais généralement, c'est que je demande, parce que parfois, tu n'arrives pas à les joindre ou tu les appelles, la personne te dit non, ça fait pas partie, non, nous, on ne préempte pas sur cette zone-là. Mais moi, j'exige en écrit. Okay. Parce que les écrits, ça reste, les Bien paroles, sûr. ça s'envole. Bien sûr. Donc, ce monsieur que j'ai récupéré après pour suivre sa société, il me dit, j'ai reçu un courrier de la mairie qui me dit, oui, on a appris que le fonds de commerce a changé de propriétaire. On n'en a pas été informé. On nous a pas demandé si on voulait préempter ou pas. Je suis, oulala. Ouais. La chance qu'on a eue, la première chose que j'ai cherché à faire, à vérifier, c'est déjà voir s'il faisait partie du périmètre de préemption de la mairie. Tout à fait. Heureusement, non. Ah. Mais si c'était le cas, ça aurait été chaud. Ah. Parce que donc, potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer si la mairie elle aurait dit, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi je pouvais préempter, je veux préempter. Et a posteriori, qu'est-ce qui se passe A posteriori, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un litige au niveau du vendeur, et ça devient tout un tralala. La mairie dit non mais moi je veux préempter, votre vente là elle est nulle. Non. Elle peut annuler la vente? Ah ouais. Alors, je dis ça comme ça, mais après, théoriquement en tout cas, ça peut être, non, votre vente, elle n'est pas valable. Parce que moi, j'avais le droit de préempter, et je veux le faire. On se retrouve dans une situation, ça, tu te retrouves dans un bourbier, en litige, à n'en point finir. Toi, acheteur, tu vas te retourner contre le vendeur, enfin, voilà, ça part dans tous les sens. Et après, les litiges, encore une fois, pourquoi éviter ça? C'est que tu ne sais pas comment ce qui va se passer. Ouais. Tu ne peux pas connaître l'issue d'un litige au début. Tellement. Peu importe le dossier, ton dossier, il a beau être hyper béton, tu as beau avoir toutes les pièces qu'il faut, tu ne peux pas prédire quelle sera l'issue d'un litige. Donc, si on peut éviter un litige, il faut l'éviter. Alors toi, tu vois cet aspect, mais moi, l'aspect qui me prend le plus, en tout cas qui m'interpelle le plus sur les litiges, c'est tout ce qui est lié au temps et au focus. Parce qu'en fait, l'activité d'entrepreneur, c'est tellement prenant. Je pense que les gens ne mesurent pas à quel point ça te prend la tête déjà de faire et tourner ta boîte au quotidien, c'est-à-dire délivrer le service pour tes clients, gérer les équipes, gérer le management et tout, que si on te rajoute dessus un litige, mais en fait, c'est le meilleur moyen de couler ta boîte, ou en tout cas de te mettre en face de grandes difficultés. Les entrepreneurs ont plein de problèmes de santé mentale, mais c'est cette charge mentale-là qui fait que tu as des problèmes de santé mentale. Alors que si tu peux t'enlever les charges... Ah oui. Ah, mais c'est ça. Faire, tu vois. Autant le faire. Donc, éviter les litiges, c'est par là que ça passe, tu vois. Ah, oui. Donc, et pour éviter les litiges, t'as un certain nombre d'étapes. J'ai bien aimé tout à l'heure quand t'as expliqué tout le process de la vente. En fait, t'as des étapes incontournables et que tu dois respecter pour être sûr qu'après, ça va couler tranquillement, quoi. Exactement. Moi, je dis toujours, quand tu es un entrepreneur, il faut être entouré d'un avocat, d'un expert comptable. C'est indispensable. Tout entrepreneur devrait avoir le numéro d'un avocat dans son téléphone. Donc, même moi, j'ai le numéro de confrères d'autres domaines dans mon téléphone parce que je peux avoir des problématiques hors droit des sociétés. Ouais, tout à fait. Et je ne prétends pas tout savoir. Et c'est sûr que si j'ai une problématique en droit de la famille, je sais qui je vais appeler. Si j'ai une problématique en droit du travail, je sais qui je vais appeler. Si j'ai une problématique financière, je sais quel expert comptable je vais appeler. Et je pense, parce que finalement, je suis avocate, mais je suis avant tout entrepreneur aussi. Ouais. Parce que mon cabinet d'avocat, c'est une entreprise. Donc, j'ai aussi la casquette entrepreneur et chef d'entreprise. Donc, c'est indispensable de se faire entourer par les bonnes personnes. Tout business devrait avoir un expert comptable et un avocat. Alors, je suis d'accord. Expert comptable, en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile parce que ils sont, c'est l'expert comptable, tu vois, et ils gèrent tout. Mais l'avocat, il y a des spécialisations. Et donc, de quel type d'avocat on a besoin? Société, affaires, social. Alors, il y a quoi encore? C'est vrai qu'il y a énormément de spécialités chez les avocats. Ce qui est difficile. C'est sûr que un avocat d'affaires, quand tu fais du business, c'est indispensable. Et tout à l'heure, quand tu disais oui, tu avocate en droit des affaires, je t'ai dit non, avocat en droit des sociétés. Je faisais pas trop la différence, exactement. Je faisais pas trop la différence parce qu'il faut savoir qu'en droit des affaires, tu as encore d'autres spécialisations. Tu peux avoir un avocat en droit immobilier, tu peux avoir un avocat en droit commercial. Et c'est vrai que moi, fiscal, oui, c'est des affaires aussi. Moi, je suis sur le côté vraiment société. Je suis l'avocat de la structure elle-même. C'est-à-dire que pour moi, une société, c'est comme un être humain. Okay. Elle naît, donc je vais l'accompagner au moment de la naissance, structurer le projet. Elle connaît parfois des difficultés comme tout être humain. Donc ça va être l'accompagnement pendant qu'elle connaît ces difficultés-là. Et elle va peut-être changer demain.
changer de propriétaire, donc être adopté par quelqu'un d'autre. Okay. Les sessions reprises, notre sujet d'aujourd'hui. Elle va intégrer nos nouveaux associés, faire des levées de fonds. Ouais. Et parfois, il peut arriver qu'elle décède. Donc, une dissolution et une liquidation. Ouais. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment accompagner l'entrepreneur, le chef d'entreprise, dans toutes les étapes de la vie juridique de son entreprise. Peu importe où il se situe. Okay. Donc, tout ce qui va être rédaction de contrat aussi, vraiment venir structurer toute son activité. Moi, vraiment mon dada, comme on le dit de façon courante, c'est la société elle-même. Ce qui fait que, en soi, tu peux avoir des problématiques d'ordre fiscal, d'ordre social, mais tu sais, c'est comme quand tu as ton médecin traitant. Tu vas voir ton médecin traitant, tu dis ah oui, j'ai telle problématique, il va te dire oui, OK, d'accord, moi je pense que pour ça, il faut que vous alliez voir votre spécialiste. Donc forcément, quand tu as un avocat en droit des sociétés qui est là pour suivre toute la vie juridique de ton entreprise, quand on va arriver à un stade où on a un problème social, je suis en première ligne, je vais te dire, OK, là, faut qu'on fasse appel à un expert en droit social. Faut qu'on fasse appel à un avocat en droit fiscal. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un réseau de confrères, donc forcément, je saurais qui te recommander pour ça. OK. Et fondamentalement, donc, l'idée, c'est d'avoir toi en tant que généraliste, c'est ça que tu dis? Alors, non, des profils comme les tiens, c'est ça que je veux dire? L'idée, ce serait en tout cas de m'avoir en première ligne dans le suivi de la vie juridique d'une entreprise. Ce qui fait qu'en suivant l'entreprise, forcément, quand il y a une problématique, je sais vers qui se tourner pour pouvoir régler cette problématique-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu me dis, tu m'appelles, tu me dis, bon, Yasminatou, j'en ai payé, ça fait 8 mois qu'il me doit 100 000 euros, il ne m'a rien payé, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire, OK, là, on va commencer par une mise en demeure, on va voir s'il réagit, sinon on va faire une injonction de payer, on va voir s'il réagit. Donc tu me dis Yasminatou, là j'ai un contrôle fiscal, je vais avoir un contrôle fiscal, qu'est-ce que je fais? Ah oui d'accord, je connais une avocate en droit fiscal, on va l'appeler, elle va nous accompagner. L'avantage c'est que moi je connais la structure déjà juridiquement. Donc comme tu disais en termes de temps, on perd moins de temps, ça va plus vite. Je serai à même de répondre aux questions que peut se poser le confrère ou la consoeur en droit fiscal. Ça ira plus vite. Je ne suis pas, encore une fois, généraliste. Non, un généraliste, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Parce qu'en fait, quand on pense avocat généraliste, on pense celui qui fait le droit des affaires, du pénal, du ceci, de cela, effectivement. Mais je dirais que t'es plus généraliste sur les sujets de société. Exactement. Tu vois. Et après, effectivement, parce que t'as pas pour réflexe d'avoir un avocat fiscaliste à côté de toi, par exemple. Non. C'est pas pertinent. Et tu peux. Tu peux. Ouais. Mais tu vas plus l'appeler lui sur des sujets plus précis. Alors que toi, ce que tu dis, lui ou elle d'ailleurs, ce que toi tu dis, c'est que comme tu es sur la naissance, la vie et la mort de l'entreprise, tous les entrepreneurs, ils ont une boîte qui va naître, qui va vivre et qui va mourir. Exactement. Tu vois. Donc c'est pour ça que t'es plus large. En tout cas, ta compétence, ton champ d'action est plus large que celui de quelqu'un qui est hyper spécialisé, quoi. C'est plutôt par rapport à ça. Tu vois. Droit des affaires, droit des sociétés et quand tu disais, je t'avais posé une question tout à l'heure sur les relations avec l'avocat, comment faciliter. J'ai bien compris que il faut que le forfait de solliciter régulièrement et sans aucune difficulté, c'est une première chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, tu te dis mais ça manque aussi. On devrait être ce serait plus simple si on avait ce type de relation-là avec nos clients. Je dirais l'accessibilité. Vraiment, je constate de plus en plus que les gens, ils ont tendance à dire que les avocats sont inaccessibles. Okay. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je communique énormément sur LinkedIn, comme je le disais au début. Ouais. Je fais des vidéos où je me montre, comme ça les gens, ils mettent déjà un visage sur le nom. Ils voient que finalement, quelque part, je suis accessible. Et c'est ce que j'essaie énormément de mettre en avant dans ma communication. C'est pour ça que je parle aussi parfois de mon parcours, de mes échecs, de la façon dont je traite mes dossiers, mon expertise. Comme ça, finalement, les gens, ils ont en tout cas moins d'appréhension. Ouais. Ils ont plus de facilité à m'écrire, par exemple, sur LinkedIn, à me dire, bonjour Maëlle, j'ai telle problématique. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes compétent? Je vais dire oui, je vais dire non. Quand ce n'est pas le cas, je redirige vers un confrère, je dis bon voilà. Quand c'est oui, je dis ok, oui, on prend une consultation et on en discute. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que je suis plus présente sur LinkedIn,
j'ai énormément de retours positifs, que ce soit de potentiels clients ou que ce soit de prescripteurs comme des experts comptables qui me rapportent aujourd'hui des dossiers, ou des gens qui postulent pour des offres de stage ou de collaboration dans mon cabinet. Et c'est pour dire en fait que je pense que c'est la communication. Quand tu communiques sur ce que tu fais, qui tu es et comment tu le fais, tu te rends un petit peu plus accessible. Donc ça fait partie du jeu. Mais si tu désacralises un peu la fonction d'avocat, c'est pour le pire et le meilleur au final. Oui, c'est ça, pour le pire et le meilleur. Et ça aussi, ça peut intéresser nos auditeurs qui sont entrepreneurs. C'est combien de temps ça te prend de poster sur LinkedIn et quelle est ton organisation pour poster? Alors, ça intéresse tout le monde, ça. Bah oui, c'est pour ça, je sais. Parce que je poste 5 fois par semaine. C'est sportif, je te le cache pas. Moi, en termes d'organisation, je prends sur mon week-end pour préparer mes publications. Et ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que maintenant, tu peux programmer tes publications. Donc, je les programme. Et après, j'essaie d'y aller de temps en temps pour répondre aux commentaires ou commenter les publications des autres. Aujourd'hui, moi, je pense que tu sais, je le dis souvent quand j'en discute avec des confrères. Ce n'est plus comme il y a 15 ans, 20 ans, où quand tu es avocat, tu poses ta plaque et puis ça y est, c'est bon, les clients, ils accourent. Aujourd'hui, si les gens ils ne savent pas ce que tu fais, ni qui tu es, ils ne peuvent pas venir à toi. Et c'est pour ça que quand je me suis lancée, que j'ai créé mon cabinet, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut que les gens, ils apprennent à te connaître. Il faut que les gens, ils connaissent ton expertise pour qu'ils puissent se dire, ah oui, d'accord, le jour où j'ai ce problème, où j'ai quelqu'un de mon entourage qui a ce problème, je peux faire appel à telle personne. Parce que c'est encore ce que tu disais tout à l'heure, il y a tellement de spécialisation que parfois les gens, ils ont une problématique, mais ils ne savent pas qui contacter, ni comment le faire d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est vrai que ce côté un petit peu communication, vulgarisation du droit, du métier d'avocat, ça vient apporter cette accessibilité dont je parlais tout à l'heure, pour se dire, bon, ok, finalement, voilà, je peux la contacter. Et honnêtement, c'est ce qui se passe. Et comment tu t'organises en termes de choix des sujets sur lesquels tu postes? Est-ce que tu as défini en amont des piliers de communication et tu te dis, bah voilà, je fais 5 posts par semaine, lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, ou bien c'est au gré de l'humeur, au gré de tes dossiers? Comment tu gères ça? Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai établi ma stratégie de communication. J'ai choisi les grandes thématiques sur lesquelles je voulais poster. Ça a été d'abord les sessions reprises. Après, je me suis sentie un petit peu frustrée parce que je me suis dit, mais je fais plein de choses que j'aime faire et j'aimerais bien pouvoir communiquer plus sur ça. Donc, j'ai changé un petit peu, j'ai communiqué sur le droit des sociétés un petit peu de façon large. Après, c'est vrai qu'on dit que c'est mieux de communiquer sur un sujet précis, comme ça, tu deviens l'expert, tu es reconnu pour ça. Mais bon, moi j'aime bien, je n'aime pas me mettre dans des cases et j'aime bien tester. Avec LinkedIn, de toute façon, il faut tester. Moi, je suis en mode test and learn de façon continue, pardon. Ça me permet de voir qu'est-ce que les gens qui me lisent, ils préfèrent, quelle thématique. Donc aujourd'hui, je suis à même de te dire un petit peu quelle typologie de post fonctionne le mieux pour moi. C'est quoi, par exemple? Ça va être des posts où je parle de moi, de mon parcours, mais bon, ça, c'est forcément, c'est forcément le storytelling, les gens adorent. Est-ce que ce sont des posts où il y a plus de réactions ou c'est des posts qui transforment le mieux? Alors, ça, c'est des posts où il y a plus de réactions. C'est ça. C'est juste ça. Mais les posts qui transforment le mieux, c'est vraiment des posts hyper simples. Tu vas voir du style création de société. Ça, c'est des posts qui fonctionnent très bien et qui transforment super bien. J'ai fait un post sur les impayés. Ça a transformé. Je sais que tout le monde a des impayés. Ça, c'est un gros peu problème. Peu importe le stade où tu es. C'est trop. On a tous des impayés. Et en fait, cette année-là, on a fait peut-être 2-3 podcasts où les gars nous expliquaient les problèmes qu'ils avaient en termes d'impayés. Et forcément, quand tu fais ce type de podcast, tu commences à regarder peut-être de manière un peu plus attentive. Et là, je me rends compte que c'est le problème numéro 1, je crois, des entrepreneurs. Les impayés. Véritablement, tu vois. Mais tu sais, il y a tout un process qu'on peut mettre en place pour limiter, je dirais pas éviter, parce que bon, tu peux pas prédire, mais pour limiter un petit peu les impayés, tu vois. Après, tu as énormément d'outils juridiques qui peuvent t'aider finalement à recouvrer ta créance. Encore une fois, il faut se dire, faire la démarche d'aller voir son avocat pour recouvrer son impayé. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Ok.
Bah intéressant. Si tu avais une chose à dire à nos entrepreneurs et tu dis bon bah voilà, il faut absolument maintenant que vous fassiez ça, ce serait quoi? Appelez-moi. Ouais, je savais que Non, tu allais je me dire rigole. ça. Je m'en doutais. Mais autre Non, chose. plus sérieusement. Ouais. Ce serait avoir des process et ne pas faire l'impasse sur le juridique. Ouais. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez abstrait pour les gens. Mhm. Tu sais, ce n'est pas comme le marketing où tu te dis, OK, si je dépense 1000 euros en Google Ads ou en communication, ça va potentiellement, c'est ça, ça va générer du business. Où tu te dis, c'est comme l'expert comptable, si je dépense 150 euros par mois, il va me sortir mon bilan à la fin de l'année. C'est un petit peu plus abstrait pour les gens, le juridique. Ouais. Sauf que c'est important, le juridique. Il faut pas faire l'impasse sur ça. Ça pourrait éviter mais tellement de situations parfois dommageables. Encore une fois, si je reprends ce que tu disais, c'est finalement quand on évite quelque chose, on ne voit pas les conséquences puisqu'on l'a évité. Bah oui. Donc autant investir, considérer le juridique comme un investissement plutôt qu'une dépense et se dire je le fais pour mon business, je le fais pour protéger mon business et pour avoir une certaine tranquillité d'esprit aussi. Et se focus sur ce qui nous rapporte de l'argent. Exactement. C'est ça le gros sujet. Yasminatou, merci. Merci à toi. Donc t'es sur LinkedIn. Est-ce que il y a d'autres Instagram. canaux? Instagram un petit peu. TikTok. Ah, TikTok aussi? Oui, parce que je fais des vidéos, donc je les repose sur TikTok. Ah, et ça génère des clients là-bas? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Non, c'est juste que comme le travail de tournage, montage, tout ça, il est déjà fait. Je me dis bon bah tant qu'à faire, Autant poster là-bas aussi. autant poster là-bas aussi. Et sur YouTube. Ok, d'accord. T'as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube. Combien d'abonnés? Pas beaucoup. Ah, bah parce que si t'avais plein d'abonnés, ça nous aiderait nous aussi à Non, grossir. pas du tout. Mais bon, Je suis beaucoup plus présente sur LinkedIn et ouais, non, honnêtement, vraiment, ça, je te dis, je te vois beaucoup là-bas. c'est le réseau que je préfère aussi. Ok. Bah, en tout cas, on te souhaite de la force pour la suite et de la réussite. On reste connectés. Bien sûr. À tous, je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre épisode. On était avec Yasminatou Lassisi. On a parlé du risque juridique et de l'importance d'être accompagné par un ou une avocate lorsqu'on entreprend pour pouvoir se focus sur sa boîte et que on n'est pas pour alléger la charge mentale liée à l'entrepreneuriat. Revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.